ce soir, nous allons parler musique. C'est en effet un violoniste extrêmement connu que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission. Il a intégré le Conservatoire de Paris à l'âge de 14 ans, après être entré au Conservatoire de sa ville dès l'âge de 4 ans. Il a reçu par la suite un très grand nombre de prix. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Renaud Capuçon. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, vous venez de sortir un nouvel album et en tant que cinéphile, c'est évidemment des musiques de films que vous avez choisies. Est-ce qu'il y a une magie, un charme particulier qui se dégage des musiques de films ? D'abord, je pense que dans la musique de film, il y a l'idée qu'on entend une musique qui nous rappelle le film qu'on a vu. Ça paraît c'est assez pragmatique comme idée, évidemment, c'est assez évident, mais c'est pas seulement pragmatique, parce que quand vous êtes au cinéma, vous êtes bercé par des images, vous voyagez, vous partez, et très souvent la musique, même si on ne s'en rend pas compte, alors peut-être moi musicien, je me rends un peu plus compte, parce que l'oreille est peut-être un peu plus aiguisée, mais la musique vous fait aimer ou moins un film, je pense, j'en suis persuadé. Et donc, d'enregistrer, de jouer de la musique de film, c'est jouer de la musique, mais qui vous ramène aussi à des images que vous avez vues et aussi des images de vous-même voyant. Donc vous vous rappelez du moment où vous avez vu ces images. Alors ça c'est valable pour la personne qui les écoute, effectivement, en écoutant Le Grand Blond à la chaussure noire, on se souvient de Pierre Richard, mais vous, au moment où vous jouez, est-ce que vous-même, au moment de le jouer, vous avez les images en tête qui défilent ? Oui, alors j'ai plusieurs images. J'ai d'abord des images, comme je vous disais, de périodes, de flash de l'époque où moi-même j'ai vu ce film. Et puis j'ai bien sûr des images du film en question. Le Grand Blond à la chaussure noire, évidemment. On a ces images, ces flashs de Pierre Richard. Mais pour chaque film, on a des images extrêmement particulières où ça peut être des émotions, des moments, des instants. Et c'est ça qui est merveilleux dans la musique de film, je trouve. Alors je vous propose tout de suite, pour rentrer dans le bain, d'écouter un extrait de cet album. Can't you hear me? I'm Alors on a vu un Nolwenn Leroy qui a participé en prêtant sa voix suave et magnifique à cet album. Oui, pourquoi Nolwenn ? Parce que d'abord elle a cette voix magnifique et puis qui convenait parfaitement à ce Calling You de Bagdad Café, et aussi parce qu'elle est violoniste elle-même. Elle joue très bien du violon, on ne sait pas forcément, même si elle a joué sur scène. Et puis on se connaissait, ça a été une belle rencontre, et quand je l'ai appelée, elle a tout de suite répondu présente, et je la remercie pour ça. Alors Bagdad Café, mais aussi Cinéma Paradiso, Out of Africa, Le Mépris, La vie est belle, Le cercle des poètes disparus, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Autant de titres que vous interprétez sur ce disque. Est-ce qu'il y a des compositeurs que vous avez découverts à la faveur de la réalisation de cet album ? Alors oui, d'abord personnellement Vladimir Cosma, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait découvrir une pièce géniale, qui est le Concerto de Berlin, qui est tiré de La Septième Cible, ce film mythique avec Lino Ventura. Et c'est une pièce qui avait été vraiment écrite pour violon et orchestre, qui avait été écrite pour l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui le jouait sur enregistrement d'origine avec Ivry Gitlis. Et donc c'est grâce à Vladimir que j'ai découvert cette pièce-là et que j'ai eu envie de l'enregistrer. Et c'est une vraie découverte et tellement bien écrit pour le violon. Cosma était lui-même violoniste, il est lui-même violoniste. Et ça aide quand même, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Alors il semblerait que l'une des premières musiques de film qui vous a bouleversé, vous, à titre personnel, c'est Cinéma Paradiso, avec les mélodies sublimes de Ennio Morricone, c'est vrai ? Oui, j'avais presque 12 ans. Je m'en souviens très bien. J'ai été bouleversé par le film, comme beaucoup, je pense. Et je pense que la musique y est pour beaucoup aussi. Elle a
totalement été... Il y a une adéquation parfaite pour moi dans ce film entre la musique et l'histoire. Et j'étais allé à la médiathèque de Chambéry où j'empruntais des disques toutes les semaines. Et j'avais emprunté la musique du film parce qu'à 12 ans, je n'avais pas les sous encore pour m'acheter des disques. Et j'avais enregistré, comme tout ce que je faisais à l'époque, chaque fois que j'écoutais un disque, que je l'empruntais à la médiathèque, je l'enregistrais sur une petite cassette, pas VHS, mais les cassettes audio, vous savez, les petites cassettes qu'on a tous connues, enfin encore nos générations. Peut-être vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez pas connu, mais vous avez connu. Voilà, ça donne un peu un âge en général, ces cassettes. Et j'ai écouté ces bandes originales en boucle, voilà. Et donc pour moi, c'est à la fois une évidence d'avoir enregistré ces musiques et puis une vraie... un retour aux sources, quoi. Là, je me revois en train d'écrire sur mon bureau ces cassettes où j'écrivais le titre des œuvres, etc. Ça vous replonge quelque part dans un passé quand oui, vous absolument, étiez... mais c'est aussi le propre de la musique de film, parce que la musique de film, c'est se rappeler, la musique d'un film nous ramène à ces images et donc à des émotions du passé, c'est ça qui est merveilleux. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez entrepris une carrière de soliste, mais aussi de chambriste, en jouant notamment avec Nicolas Angelich, Hélène Grimaud, ainsi qu'avec votre frère, Gauthier Capuçon. Le violon, c'est une affaire de famille, enfin la musique en tout cas. Oui, alors ce qui est assez incroyable, c'est que mes parents ne sont pas musiciens. Donc, et je dis, ils n'étaient pas musiciens, ils ne sont toujours pas musiciens, ils sont devenus, par contre, mélomanes, évidemment. Ils ont écouté depuis d'innombrables concerts. Ils n'étaient pas déjà mélomanes à l'époque? Comment ils vous êtes sont tombés? devenus mélomanes, en fait, Oui. grâce à la création d'un festival en Savoie, chez nous, aux Arcs, où il y avait des concerts gratuits. C'est le festival que vous avez créé, c'est ça? Parce que vous avez créé... Non, pas celui-là, c'est un d'accord. festival qui s'est créé vraiment dans les années 75, 74, je crois, 73. Et mes parents, qui étaient un jeune couple savoyard, avec leurs parents eux-mêmes habitant Bourg-Saint-Maurice, ils ont vu dans cette station où on allait skier ce festival. Et donc c'était en même temps les mêmes artistes qui se produisaient au Grand Échiquier de Jacques Chancel. Donc ils voyaient ces artistes à la télévision. Ils étaient un jeune couple qui avait envie de découvrir la musique, vraiment totalement béotien. Et ils sont allés au concert, de là ils nous ont emmenés au concert, et puis moi je suis tombé amoureux de la musique, quoi, tout simplement. Et quand on m'a proposé un violon, au lieu d'être un peu surpris, c'était une évidence. Voilà. Mon frère ensuite a fait la même chose avec le violoncelle, et on est devenu de fait une famille de musiciens sans du tout avoir été programmé pour ça. Il n'y avait pas de plan de carrière, il y avait simplement la volonté de parents de faire de la musique à leurs enfants, parce qu'il y avait eu un festival de musique. Je dis souvent, peut-être que si ce festival des Arcs avait été un festival de jazz, peut-être qu'on serait jazzman. Qui sait? Donc, je pense que c'est la beauté de la vie aussi, et puis de trouver sa voie. Et je trouve que, pour ma part, ça a correspondu immédiatement à ma personnalité. J'étais un gamin assez sérieux, très introverti dans le sens des émotions. Donc, je passais beaucoup de temps à écouter de la musique et j'aimais l'idée de jouer avec d'autres, en fait. Ce qui me plaisait dans le fait de faire de la musique, c'était pas de travailler mes gammes tout seul, ça c'est toujours assez fastidieux, mais c'était le samedi, on se retrouvait ensemble avec d'autres instrumentistes et on jouait de la musique de chambre, des petits orchestres pour enfants. Et c'est ça qui m'a plu, et c'est ce qui me plaît toujours. Aujourd'hui, je suis sur scène plus que la moitié de ma vie, et ce qui me plaît, c'est de jouer avec l'autre. Ce que vous faites également avec les autres, c'est les festivals, parce qu'un festival, ça ne se monte pas tout seul, enfin, même si c'est vous qui en êtes à l'origine. Vous avez monté donc deux festivals pour accueillir les plus grands instrumentistes de musique de chambre. Vous y consacrez beaucoup de temps. Quel était votre objectif? Alors en fait, ça c'est une histoire très organique, qui date de longtemps, parce que déjà quand j'étais au Conservatoire de Paris, entre 14 et 18 ans, je frappais aux portes de mes potes pour lire de la musique. Lire de la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des partitions, et comme si on faisait du théâtre, on pourrait lire des grandes pièces de Molière, de Racine, je ne sais quoi. Nous, on prenait du Brahms, du Schubert et du Mendelssohn, des piles de partitions, et on se rassemblait. Je disais, ce soir, on se voit dans la salle 412, par exemple, et j'amenais des partitions, on était 5 ou 6, et on déchiffrait de la musique. C'est-à-dire que, comme si on ouvrait un livre pour la première fois, et qu'on lisait du Hugo, qu'on lisait du Racine, mais on le faisait ensemble. Donc on lisait ces pièces de Schubert pour la première fois. Et chaque fois que je vois des jeunes musiciens, je leur dis, mais vous n'imaginez pas la chance que vous avez d'avoir toutes ces œuvres à découvrir pour la première fois. Donc c'est né véritablement d'un amour de la musique où j'appelais des amis pour jouer ensemble. Ensuite,
quand j'avais 19 ans, j'ai eu envie de créer ces rencontres musicales à Chambéry, chez moi, en Savoie, avec des amis qui étaient tous des bénévoles, donc des amis de mes parents. Et j'ai invité une dizaine de potes à venir jouer de la musique, pareil. Donc au lieu de déchiffrer, non, on ne déchiffrait pas, bien sûr, on se donnait en concert, donc on travaillait avant. Mais c'était le même plaisir de... Alors on a joué notre premier quintet de Schumann, première fois un trio de Brahms. Toutes les premières fois ont été faites dans ce festival. Ça a duré 15 ans. Et finalement, à la fin, il y avait Martha Argerich, Daniel Barenboim, Maxime Benguerel, enfin les plus grandes stars de la planète venaient ici, chez nous, à Chambéry, pour un cachet d'aspirine, puisqu'on ne payait personne. Donc tout ça, c'était naturel. Pour en revenir à votre question des festivals, quand j'ai ensuite arrêté, après 15 ans de ce festival de Chambéry, des rencontres de Bel Air, j'ai eu envie d'avoir un festival à Pâques. Et il y a eu cette belle aventure du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui est née. Et donc c'est avec Dominique Bluzet, qui est mon partenaire, je dirais, pour ce festival, qui est le directeur des théâtres, et le CIC, qui est notre mécène. On a monté ce festival et c'est une grande joie parce qu'on peut accueillir des musiciens, les recevoir, partager nos envies avec un public. Et c'est 25 concerts, c'est un nombre incroyable de musiciens qui viennent. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel de jouer sur scène, mais aussi de partager la musique sur scène avec eux, mais aussi en invitant. Donc c'est une forme de chose qui est née en fait quand j'avais 15 ans. Et c'est pour ça que c'est très organique et très simple finalement. Je ne suis pas réveillé un matin en disant je vais faire un festival. Parce que on ne peut pas inventer l'histoire de faire un festival. Il faut comprendre. C'est comme si on se réveillait un matin en disant je vais être cuisinier. Non, moi si demain je vous dis que je vais être cuisinier, je vous invite pas à déjeuner parce que vous ne pourrez rien manger. Comprenez, c'est au concert. Voilà, vous voyez, je pense que c'est une chose qui était en moi en fait, que j'ai découvert et que j'ai développé avec les années. Et je ne pourrais pas me passer de cette autre partie musicale de ma vie. Alors vous qui aimez le cinéma, vous avez interprété un rôle, alors certes c'est le rôle d'un violoniste, où vous jouez dans le métro, sur la ligne 6, dans l'indifférence la plus générale, une pièce qui s'appelle La Mélodie d'Orsay. Quel regard vous portez sur cette histoire, qui est une histoire vraie je crois, hein, oui, et sur cette... C'est une expérience que m'avait demandé d'opérer Simon Lelouch, qui est le fils de son père, et qui avait, en fait en lisant un article de journal, effectivement un de mes collègues, Joshua Bell, avait fait cette expérience à Washington, dans le métro, et le Washington Post l'avait suivi. Donc en fait, il avait joué un peu déguisé, enfin bon, avec une casquette dans le métro. Et le soir, il jouait au Kennedy Center. Et personne ne l'avait reconnu. Il avait récolté, je sais pas, $2. Et l'histoire était de dire que comment finalement peut interpréter la beauté, dans quel lieu on est sensible à la beauté, qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Voilà, c'était toute une réflexion là-dessus. On a eu l'idée... Enfin, Simon Lelouch, non pas à Washington, mais à Paris. Exactement, Simon a eu envie de faire ça en court-métrage. Et c'était très intéressant parce qu'on a fait une grande partie en caméra visible, donc ça c'était un pur tournage, mais on a fait des parties en caméra cachée, et notamment quand je joue du violon dans la rame de métro, là c'était une caméra cachée, et je sentais très bien qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient touchées par mon jeu parce que ça leur faisait plaisir, mais la majeure partie était totalement allergique parce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre de la musique à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être émus à ce moment-là, et ça c'est une chose que je comprends très bien. Quand on est assis dans le métro, je me souviens d'un jour, quelqu'un qui chantait une chanson de Brel, moi qui m'émeut au plus haut point. Bah, s'il est 10h du matin et que vous allez à un rendez-vous, vous n'avez pas forcément envie d'être ému à ce moment-là. Donc tout ça a été très intéressant par rapport à tous ces questions d'émotion et de comment on est touché par la musique. En tout cas, c'était une jolie expérience. C'était une formidable expérience. Je vous propose à présent de vous laisser sur ce plateau, mais je vous rassure, je ne vais pas tarder à revenir. Et en tout cas, je vais quand même rester avec vous puisque vous allez m'entendre. À défaut de me voir, on se retrouve tout de suite. Est-ce que vous êtes confortablement installé ? Ça va. Vous avez devant vous un repose-pied. Si vous voulez l'utiliser, sentez-vous libre de le faire. Le principe, je vous le disais, c'est que je vais vous proposer toute une série de mots. À charge pour vous de me dire ce que chacun de ces mots vous inspire en partant dans la direction que vous souhaitez, sans aucune contrainte. Le premier de ces mots, c'est le mot exigence. Bah, l'exigence, c'est toute une vie en fait, l'exigence. J'ai l'impression que... Alors ça dépend un peu comment vous avez été élevé. Je pense que chez nous, l'exigence a été une chose assez présente, de manière naturelle. Mais je voyais il n'y a pas très longtemps des danseurs, je voyais un ballet Béjart, Rudra-Béjart de Lausanne, et tous ces jeunes qui travaillaient de façon acharnée
Et voilà, c'est ça l'exigence. Et c'est un peu le rapprochement que je fais entre la danse et la musique d'ailleurs. C'est que, en tout cas la musique classique, il y a une exigence permanente en tant que musicien, en tant que violoniste. Il faut jouer la justesse, l'intonation, le millième de millimètre pour un violoniste est fatal. Donc l'exigence, elle est permanente. Puis c'est une exigence de vie aussi. Après ça, c'est chacun il met l'exigence qu'il veut dans sa vie, mais au-delà de la musique, au-delà de l'exigence de la performance, il y a l'exigence de comment on vit sa vie, comment on la projette, qu'est-ce qu'on veut pour sa famille, pour ses enfants. Donc c'est un mot important dans ma vie. En ce qui vous concerne, vous travaillez combien d'heures par jour? C'est très variable. Il y a des jours où je peux travailler. C'est difficile de m'arrêter. Si vraiment je dois travailler, je suis quasiment inarrêtable. Et en même temps, je peux passer des jours sans travailler. Il y a des jours où je voyage, il y a des journées où je prends des vacances, des vraies vacances où je ne touche pas l'instrument. Et c'est très sain. Pour lui, je pense qu'il en a bien besoin. Il a besoin de se reposer aussi. Et pour moi. Et puis pour les gens qui m'entourent. Mais donc je dirais que ça a été beaucoup d'heures quand j'étais entre l'âge de 14 et 25 ans. J'ai dû travailler 7 heures par jour, vacances comprises. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que le travail acharné, s'il est fait dans l'attention, ça ne sert à rien. Donc il faut mieux travailler parfois de façon plus condensée et de façon plus intelligente. C'est vrai que d'un prodige, on ne voit souvent que la réussite, sans toujours prendre pleinement conscience qu'elle est le fruit d'une vraie exigence. Comment est-ce que caractérise votre exigence à vous? Peut-être par la volonté de ne jamais arrêter, de toujours progresser, par cette espèce une exigence sans fin. C'est-à-dire que je dis toujours, on me pose la question du trac, par exemple. On me dit, est-ce que vous avez le trac? Et le jour où j'ai plus de trac, c'est que j'ai plus envie de rentrer sur scène. Donc l'entrée sur scène, c'est pas la volonté de briller, c'est la volonté d'être soi-même et de raconter une histoire, mais de la raconter le mieux possible, en étant le mieux préparé. Et donc il y a cette exigence permanente d'être chaque fois meilleur, de se dépasser à chaque fois. Non pas pour être meilleur que le voisin, mais pour se dépasser. Je crois que vous avez des gens qui font du sport, vous avez des gens qui vont faire l'Himalaya, qui se dépassent. Pour tous ces métiers, pour toutes ces choses, il faut de l'exigence. Mais pour le boulanger qui va le matin, qui se met son réveil à 3h30 pour aller faire cuire son pain et pétrir la pâte, il y a une exigence incroyable de vie aussi. Et donc je pense qu'il ne faut pas simplement mettre l'exigence, ce mot, sur des métiers entre guillemets exceptionnels, mais au contraire plus sur des termes de vie. Est-ce que l'exigence, c'est aussi de ne jamais être totalement satisfait de soi-même en partant du principe que quand on dit à quelqu'un c'est bien, la personne peut être tentée peut-être de se reposer sur ses lauriers ou de ne pas aller plus loin? Est-ce que cette exigence, elle se traduit aussi par une forme d'éternelle insatisfaction? Alors c'est là le danger, c'est que d'être éternellement insatisfait, c'est plutôt une qualité, je pense, jusqu'à un certain point. J'ai connu des musiciens qui étaient tellement exigeants avec eux-mêmes qu'ils en étaient malheureux. Et je pense que là est la limite. Je pense qu'il faut avoir cette exigence qui est toujours à la limite du rouge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans le rouge. Quand je dis d'aller dans le rouge, c'est la limite. Si vous franchissez cette limite et que vous devenez paranoïaque, alors là, vous êtes dans une forme ça se retourne contre vous, parce que vous n'arrivez plus... Je pense que la musique, c'est un plaisir, c'est une façon de donner. On ne joue pas pour soi, on joue pour communiquer, on joue pour s'exprimer. Donc si votre exigence passe le rouge, passe cette frontière et devient une sorte de paranoïa, et qu'elle vous bloque, et qu'elle vous tend, et que s'il y a tension, il n'y a plus sonorité, etc., c'est tout un cercle vertueux dans un sens et vicieux dans l'autre. Alors dans ce cas-là, elle est négative. Donc c'est en ce sens qu'il faut être, bien sûr, extrêmement conscient de là où on veut aller, mais avec je pense, une sensibilité de la limite. Vous semblez très équilibré sur cette question de ne pas sombrer dans la partie rouge. Est-ce qu'il y a des garde-fous, des choses qui vous permettent justement de garder ce juste milieu entre une très grande exigence sans tomber dans quelque chose qui puisse presque se retourner contre soi-même? Les garde-fous, c'est plein de choses. C'est l'éducation, c'est la foi, en ce qui me concerne, qui est une chose naturelle chez moi, enfin naturelle, qui est un don, un vrai don. J'ai jamais douté. J'ai ce qu'on appelle la foi du charbonnier. Vous savez, cette foi qui est une foi qui vous tombe dessus et
qui fait que vous n'avez plus de doute en ce qui concerne cette façon de croire, en tout cas. Et puis, c'est aussi l'entourage, c'est la façon d'écouter les choses. Vous pouvez, quand quelqu'un vous dit un compliment, et puis quelqu'un d'autre va vous dire une chose un peu plus négative, vous avez des gens qui vont écouter que la chose négative, d'autres qui vont écouter que le compliment, faire abstraction de l'une ou l'autre chose, et puis d'autres qui essayent de prendre des deux. C'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de faire un... pas m'entourer que de gens qui me disent que je suis génial en permanence, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est effectivement une vie où on rencontre des flatteurs et des gens qui vous trouvent géniaux et sublimes et exceptionnels. Ce qui brille ne m'intéresse pas, en fait. Ce qui brille ne m'intéresse pas dans le sens de briller. Ça m'intéresse si ça brille pour une cause, pour une raison, pour une action, pour... voilà. Dans ce sens, oui, ça m'intéresse. Mais briller pour briller, si c'est pour satisfaire un ego... on sait que de toute façon ça retombe, on sait que de toute façon il y a une retombée ensuite, qu'il y a une... Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais vous parliez de votre foi, permettez-moi de rebondir là-dessus. Quand vous parlez de cette chance que vous avez d'avoir la foi, c'est la foi en vous-même, la foi en Dieu, les deux? Ah non, c'est pas la foi en moi-même. J'aimerais avoir parfois un peu plus confiance en moi. Non, c'est la foi en Dieu. Je suis profondément chrétien, croyant, et voilà. C'est ce que j'appelle cette foi du charbonnier. C'est vraiment le doute n'a jamais été présent en ce qui concerne le fait de croire. Et malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré la vie, malgré les choses terribles qu'on voit. Je ne parle pas de religion, là. Je parle de croyance en Dieu, vraiment. Donc je ne parle pas du fait d'être avec telle étiquette. Et d'ailleurs, je suis extrêmement... pas critique, mais souvent, même pas en désaccord, mais pas forcément en accord avec certaines religions, dans le sens où je trouve que j'aime pas la religion qui dicte les choses ou qui oblige et qui juge. Moi, je me réfère à l'Évangile, à la Bible, et je trouve que il y a une grande liberté et une faculté à pardonner qui est très très importante. Et je trouve que souvent on juge trop facilement, je m'inclus dedans d'ailleurs. Et donc je suis pour une grande tolérance, j'essaye d'être le plus tolérant possible. J'ai croisé dans ma vie beaucoup de gens très croyants, très religieux, qui parfois étaient extrêmement obtus ou extrêmement sous couvert de bonnes intentions d'ailleurs, avec que des bonnes intentions, que des bonnes volontés, mais qui finalement donnaient un message inverse parce que trop sectaire ou parce que trop... voilà, moi je pense que si on est croyant, alors on pense que Dieu est amour, et si Dieu est amour, il doit être tolérant. Et je pense que nous, on doit être tolérants, et c'est pour cette raison que je suis très souvent choqué, même par certaines actions ou certaines réactions de certaines personnes qui sont croyantes, alors qu'on devrait, et je me mets dedans, hein, je suis loin d'être parfait de ce côté-là, mais on devrait être vraiment tolérant, et c'est une chose qui, je pense, est importante dans la vie. Par la musique, moi, j'essaye de faire passer le maximum d'émotions, le maximum de sentiments, parce que la musique, finalement, n'a pas de langue, elle est totalement universelle. Pas besoin de traducteur. Là, j'étais en Australie, je vais aller à Varsovie dans 3 jours, je ne parle pas le polonais, ensuite je vais à Linz, je parle très mal l'allemand, et je pourrais vous donner d'innombrables exemples. Dans toutes ces villes, dans tous ces pays, je parle la même langue, c'est la langue de la musique, et finalement c'est une forme de langue d'amour, parce que on communique par la musique ces sentiments incroyables. Et donc voilà, je pourrais rattacher tout ça à la fois. C'est vrai que c'est une magnifique langue d'amour, hein, la musique. Je vous propose maintenant de vous faire réfléchir au terme addiction. L'addiction, alors j'ai la chance à part l'addiction de la musique, l'addiction pour la musique que j'ai depuis très jeune et qui est vraiment quelque chose d'assez fort parce que j'y consacre ma vie. J'ai la chance de ne pas avoir d'addiction particulière, de jamais avoir connu d'addiction grave, je dirais, ni au café, ni à la cigarette, ni à diverses drogues, à quoi que ce soit, ni à l'alcool. Je suis quelqu'un d'extrêmement modéré en ce qui concerne les addictions. Ce qui sonne d'ailleurs parfois pour un artiste un petit peu étrange, parce que vous savez, c'est toujours bon ton quand on est artiste d'être un peu... Il faut être un peu cabossé, il faut être un peu...
comme si le fait d'être cabossé vous donnait plus de poids et plus de drame. Moi, je pense qu'au contraire, un artiste, en tout cas un interprète, parce que je suis un interprète, j'interprète la musique, je ne suis pas un compositeur, il se doit d'être extrêmement équilibré pour pouvoir communiquer toutes les émotions possibles, pour pouvoir se mettre dans la peau d'un compositeur comme Shostakovich qui a vécu des choses dramatiques et pouvoir être extrêmement tendu parfois, extrêmement voilà, mais aussi pouvoir se mettre dans la peau d'un Mozart, d'un Schubert, d'un Beethoven, et donc d'avoir ce côté un peu entre guillemets caméléon. Mais pour ça, il faut être soi-même extrêmement centré. Donc je dirais que là, j'ai fait un peu une diversion par rapport à cette question d'addiction, mais peut-être mon addiction, ce serait la musique, bien sûr, ma famille, parce que c'est une chose, mais c'est pas une addiction, c'est tellement merveilleux que c'est une chose naturelle. Alors, sur cette question d'addiction, et non, c'est pas du tout une digression, et c'est une saine addiction d'avoir pour addiction la musique. Si vous jouez pas pendant une semaine, vous êtes perdu ? Non, pas du tout. Alors ça, c'est une chose que j'ai apprise grâce à ma femme, qui la première fois, il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés, m'a dit, le premier été, on était ensemble, après notre mariage, m'a dit, mais on va prendre des vacances. Ça, c'était une évidence, même si je n'en avais quasiment pas pris depuis l'époque où j'avais 15 ans. Parce que la musique, avant, c'était tout le temps, en permanence. Et donc, on est parti en vacances. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler mon violon. Elle m'a dit, mais tu sais, je pense que tu pourrais t'arrêter. Voilà, tout ça pour dire que maintenant, 10 ans après, je prends 3 semaines de vacances où je ne touche pas mon instrument. Et c'est une des plus belles choses que j'ai apprises dans ma vie. C'est le fait de reposer à la fois son corps, son âme, d'être dans une sorte d'autre chose, d'apprendre c'est que le silence. J'écoute beaucoup moins de musique qu'avant, j'en fais moi-même tellement, et je pense qu'il y a une balance comme ça qui est beaucoup plus saine. Voilà, en vacances, je fais du ski, je nage, je vois ma famille, et c'est très bien pour la musique ensuite. Ça fait une parfaite transition avec le terme suivant, qui est le terme contemplation. La contemplation, c'est une chose très importante. Je pense que d'apprendre à savoir aimer, savoir admirer, d'être capable de dire qu'on admire un collègue, par exemple, qu'on admire un autre violoniste, qu'on admire un musicien, qu'on admire quelqu'un de sa famille, qu'on admire... je pense que c'est une chose essentielle. Quand on est capable d'admirer déjà, on est, je pense, déjà sur un meilleur chemin, entre guillemets, que si on dénigre tout le monde. La contemplation, c'est bien sûr autre chose. C'est une façon de se retrouver soi-même, et d'être capable d'admirer les choses. Alors, je dois dire que ça, je dois beaucoup à ma mère pour ça, parce qu'on se moquait beaucoup d'elle quand on était petit, parce qu'au ski, elle disait « mais regardez comme c'est beau, regardez ». Quand vous avez 8-10 ans, vous êtes au ski, vous avez juste envie d'aller le plus vite possible. Le fait de regarder le paysage, évidemment, à 8 ou 10 ans, n'est pas une chose qui est absolument évidente. Et je lui dois beaucoup parce qu'elle nous a appris à contempler des choses simples, d'ailleurs, des choses... Et que chaque année, où je vieillis moi-même, j'apprends à contempler. Bien sûr que maintenant, les paysages, au vu de mes voyages incessants, quand je peux être au même endroit pendant quelques heures ou quelques jours, et que c'est la montagne qui est mon élément fondamental, ou la mer, ou des beaux paysages à travers le monde, je suis capable de vraiment contempler et d'apprécier ces moments. C'est une façon aussi de mettre tout ça dans la musique et pour pouvoir transmettre ça. Et puis, au-delà de ça, dans le fait d'être aussi en paix avec soi-même, d'avoir des moments de calme, des moments de méditation, de prière, de contemplation, ça va ensemble. Et je pense que ça se fait, pour ce qui me concerne, beaucoup à travers la musique, puisque la musique est ce moyen de transmettre et de renvoyer d'une certaine façon tout ce que j'ai reçu. On voit bien toute la dimension spirituelle que prend la contemplation dans votre vie. Vous parliez de la montagne, c'est un endroit où vous vous ressourcez particulièrement ? Oui, je pense, plus j'avance dans la vie et plus je reviens souvent à la montagne. Plus je me sens... mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. On se retrouve dans l'élément de son enfance. Il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir une enfance heureuse, d'avoir une enfance assez merveilleuse. Et donc, dans un cadre qui était le cadre autour de Chambéry, des montagnes. Et voilà, donc quand on est au ski, et je partage ça aussi avec mon fils de 8 ans qui adore la montagne, qui adore le ski. Donc ça, c'est des vrais cadeaux de la vie. C'est de pouvoir encore skier avec mon père et mon fils, qu'on puisse skier 3 générations ensemble. Oui, ça, ce sont des choses
Et peut-être que si j'étais né en plaine, j'aurais eu l'habitude de faire du vélo et qu'on partagerait ça ensemble. Je pense que chacun a sa façon de revivre ces moments d'enfance merveilleux. Alors c'est à croire que vous connaissez les mots-clés que je vais vous proposer ensuite, parce que vous faites parfois des transitions. Justement, je voulais vous parler de la famille. Vous me parliez du plaisir de ski avec votre père, avec votre fils. La famille, on sent en vous écoutant à quel point c'est central, essentiel, déterminant pour vous. Mais je pense que ça l'est pour beaucoup de monde. Ça l'est pour toute personne qui a eu la chance, encore une fois, de pouvoir avoir une famille. On n'a pas tous... Ça aussi, on réalise avec la vie. On a l'impression que tout le monde si on a soi-même cette chance-là, on a l'impression que tout le monde a la même chance. Mais en voyageant, en rencontrant des gens, et en parlant avec eux, en s'intéressant à eux, on se rend compte que c'est déjà une grâce d'avoir une famille, d'en avoir une, et d'avoir la chance de pouvoir communiquer avec. Donc oui, ce qui est très intéressant, c'est aussi il y a la famille de notre enfance, qui sont nos parents, nos frères et sœurs. Et puis après, il y a la famille qu'on crée, qui est son épouse et ses enfants, les pièces rapportées. Je veux dire, quand je dis les pièces rapportées, c'est quand il y a des familles qui sont recomposées. Donc, et tout ça forme une autre famille qui est finalement sa famille, et puis qui a grandi la famille. Et moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est essentiel dans ma vie de musicien, dans ma vie d'homme, évidemment. Mais dans ma vie de musicien, je ne fais pas un seul voyage sans calculer le nombre de jours que je pars pour revenir le plus vite possible. Et si je pars plus que 12-13 jours, je sais que je suis plus que mon moteur fatigue. Donc j'ai plus envie de jouer. Il faut que je rentre à la maison pour pouvoir repartir. Une dernière question. Vous partagez votre vie avec la journaliste Laurence Ferrari ensemble. Vous avez eu un fils dont vous nous parliez qui a 8 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre à votre enfant ? Parce que dans l'idéal, ce que mes parents m'ont transmis, ce que je suis moi-même en tant que personne aujourd'hui et que évidemment je vais essayer de transmettre donc différemment de mes parents, parce que c'est pas la même vie, parce que c'est pas la même, je suis pas là tous les jours, mais avant tout, je pense un cadre de vie, de l'amour évidemment, et ça je pense que c'est une évidence, et puis l'amour de la musique. Une chose qui est naturelle, comme ça, mère est journaliste et moi je suis musicien. Tout ça est totalement naturel à la maison. On parle de musique, mais pas tellement plus que dans n'importe quelle famille. Et on parle beaucoup d'événements, de choses qui se passent dans le monde. Mais je pense que voilà, il est aimé par ses parents et il aura une vie, j'espère, la plus intéressante, la plus inventive possible. Mais ce que je veux lui transmettre, c'est des valeurs d'amour, des valeurs d'équité, des valeurs de tolérance, et qu'il ait la capacité de voir chez les autres des choses que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que d'arriver à comprendre et d'écouter les autres. Je pense que c'est une chose essentielle dans la vie, de savoir écouter. Et en musique, toute la musique est basée sur l'écoute de l'autre. Si vous n'écoutez pas l'autre, alors vous pouvez jouer, être le meilleur violoniste au monde, ça n'a juste aucun sens. C'est pareil dans la vie. Si vous ne savez pas écouter l'autre, je pense que la vie a beaucoup moins de saveur. En tout cas, on était ravis, nous, de vous écouter sur ces grandes questions existentielles fondamentales. On se retrouve tout de suite. Plaisir. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, cette expérience pour le moins atypique de se retrouver tout seul sur un plateau ? Pas mal, c'était agréable, c'était calme. Non, c'était calme. Vous savez, j'apprécie de plus en plus les moments de calme, les moments de... Vous savez, quand vous voyagez tout le temps, vous avez du bruit en permanence. Je pense qu'on a tous dans nos vies, voilà, ceux qui prennent la route, ceux qui sont... Il y a du bruit partout, tout le temps, dans les villes. Et quand on se retrouve avec du silence, c'est bonus. C'est précieux. Et votre fils, justement, il se positionne plutôt en tant que futur journaliste, en tant que futur mélomane, ou il ne se positionne pas du tout et il se dit qu'il a encore le temps ? Je pense qu'il ne se positionne pas du tout. Il joue beaucoup au Lego et il construit des avions. Voilà, il fait des cabanes. C'est un gamin tout à fait éveillé et avide de plein de choses, voilà, comme beaucoup d'enfants. Alors, on en vient à la dernière partie de cette émission, qui est une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous met en joie ?
Qu'est-ce qui me met en joie? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le soleil le matin, ça peut être la bonne humeur de ma femme et celle de mon fils. Ça peut être un message sur le téléphone quand je suis à l'étranger et que, comme là en Australie, tout d'un coup il y a 10 heures d'écart et vous faites une sieste et vous avez un message qui est un message de votre famille ou de quelqu'un que vous aimez. Et puis, de façon plus générale, ça peut être un moment partagé avec des amis, ça peut être une raclette l'hiver, je sais pas, un moment de vacances avec une grande tablée avec plein de potes. Oui, voilà, c'est ça les moments de joie. Alors, on a parlé de cinéma, on a parlé de musique, on a moins parlé de peinture. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui suscite chez vous une émotion toute particulière? Alors, c'est jamais évident de choisir, il y en a probablement plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une comme ça, là, tout de suite, qui s'impose à vous? Il y a un artiste, c'est Fontana, qui est cet artiste contemporain, je ne suis pas quelqu'un qui connaît vraiment ni la peinture ni l'art contemporain, et j'assume totalement. C'est toute une partie d'art que j'ai besoin de découvrir dans les années qui viennent. Mais Fontana, grâce à un ami, j'ai découvert ses œuvres, et ça me fascine parce que c'est une recherche dans cette quête du vide que je trouve absolument incroyable et qui me parle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je serais incapable de le faire, mais ce sont des œuvres qui me parlent et qui me prêtent à... J'ai besoin, quand je vois ces œuvres, de réfléchir, de penser, une sorte d'introspection, de contemplation. C'est très étrange. En tout cas, c'est ce pourquoi l'art est fait, et donc je suis... D'ailleurs, vous dites c'est difficile à expliquer, des fois, justement, ça va au-delà des mots, c'est une forme d'émotion. Une grande violence même. Quels sont vos combats? On a tous des combats personnels, déjà sur nos personnalités, sur nos défauts, donc ça c'est des choses intimes, mais des combats plus généraux. Alors je ne suis pas quelqu'un qui signe des centaines de pétitions, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup manifester dans la rue, mais pas par couardise ou par manque de courage, mais je suis plus quelqu'un de conviction, et mes combats, ça va être, par exemple, de faire en sorte que les enfants puissent avoir de la musique à l'école. Par exemple, voilà, je trouve que c'est, en tant que musicien, en gros, j'essaye, quand j'ai des combats ou des choses à faire passer, de les faire passer avec ce que je sais faire. Voilà, je suis musicien, je ne suis pas ni homme politique, ni entrepreneur, ni je ne sais quoi. Donc, si on me parle de la musique à l'école en disant que ça serait bien, voilà, là je peux être combatif, là je peux dire ça on peut faire ensemble. Si on me parle de choses injustes où la musique peut avoir un sens, par exemple quand vous voyez un Daniel Barenboim qui a mis toute son énergie et qui a créé cet orchestre d'Israéliens et de Palestiniens pour jouer ensemble comme geste de paix, alors ça pour moi c'est merveilleux parce que c'est un exemple musical qui incarne à lui seul n'importe quelle idée politique. C'est par la musique et par un exemple humain qu'on peut faire passer. Voilà. Donc, je me bats pour des choses comme ça. Je me bats pour la paix, évidemment, dans le monde, pour que la justice soit respectée. J'essaye d'être, à l'instar de quelqu'un comme Casals ou comme Menuhin, par la musique, un instrument de paix. Et c'est pas forcément facile. Si Dieu existe, ce dont vous semblez manifestement ne pas douter, qu'est-ce que vous aimeriez, après votre mort, l'entendre vous dire? Un truc du genre, t'as été un chic type, quoi. Un truc comme ça. Ou finalement, tu étais un mec bien. Mais pas plus compliqué. Ça me rassure. Une reconnaissance. Même pas une reconnaissance, juste un tape dans le dos qui dit, bon, t'as pas trop foiré, quoi. Un truc de ce genre-là. C'est quand la dernière fois vous avez ri? La dernière fois que j'ai ri, il n'y a pas très... Là, ce matin, avec ma femme, on a ri. On a ri beaucoup. Et au téléphone aussi, j'ai ri avec un ami aussi, au téléphone. Non, le rire, c'est super important. Moi, j'ai un rapport au rire assez étrange parce que je peux être très très drôle pour certains et pas drôle du tout pour d'autres. L'humour, c'est de toute façon extrêmement particulier. Mais justement, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est plutôt l'humour second degré, l'humour noir? Qu'est-ce qui vous amuse? Moi, je suis très très bon public, donc... par exemple, Laurent Gérard me fait rire. Voilà. Donc c'est du vrai premier degré. Mais j'adorais Fernand Reynaud quand j'étais gamin. Il me faisait rire parce qu'il avait des imitations géniales. J'adorais le timbre de sa voix. J'adore Danny Boone. Donc je suis très très bon public, grand public. Et puis bien sûr, quand j'étais jeune, enfant, j'adorais De Funès.
Oui, comme beaucoup. Comme ouais, beaucoup. Mais pourquoi? Parce c'est que comme pour les cassettes audio avec la bande, là, c'est notre absolument, génération. on revoit les images. Mais pourquoi? Parce que De Funès il était grand public, mais d'abord, il était doué Mais comme toutes incroyablement. les personnes que vous avez citées, Laurent Gérard et les autres. Ce sont des gens qui ont un sens, et il y a un sens musical, il y a un sens artistique. Ouais. Ce sont des gens qui ont une façon de vous prendre par la main et vous emmènent dans leur univers. Que vous partagez ou pas, mais en tout cas, ils vous emmènent dans leur univers. Ça, c'est la dernière fois que vous avez ri, un peu moins drôle, la dernière fois que vous avez pleuré. C'était quand? La dernière fois que j'ai pleuré... Ça peut être aussi bien par tristesse que par émotion, hein, c'est pas ouais. forcément... Ben, je crois que c'est... je suis même sûr. C'est quand... j'ai partagé un moment avec mon fils après le concert de l'Olympia où j'ai joué ce programme de cinéma et il a été très ému par le fait que je lui dédie une des pièces à la fin. Il me l'a dit le lendemain en fait. Le lendemain, on s'est parlé, il s'est mis à pleurer dans mes bras parce que il m'a dit que c'était dommage que ce concert de l'Olympia se passerait plus. Il était en train de réaliser que c'était qu'une fois. Et ça m'a tellement touché de voir que finalement il avait tout compris. Il avait compris que c'était un moment unique, il avait compris que je ne ferais pas tous les jours l'Olympia, il avait compris aussi que cette pièce que je lui avais dédiée, c'était très spécial pour lui. Il ne me l'a pas dit après le concert, il me l'a dit un jour après, et ça m'a... Ouais. Ça vous a ému. Le temps qui passe, c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur, ou par rapport à quoi vous êtes extrêmement serein? C'est très paradoxal encore une fois, j'ai aucune peur de la mort. J'ai très peur de la souffrance, j'ai très peur de la maladie. Et de la mort, pas du tout, parce que je me dis qu'en fait, ça revient à cette fois de charbonnier. J'ai pas peur de la mort. Ne me posez pas la question pourquoi, je peux pas vous le dire. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de laisser des êtres chers. Oui, ça, j'ai peur de ça. J'ai peur surtout de perdre des êtres chers. Et j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la souffrance, oui, comme je pense tout un chacun. Mais mon rapport avec la mort, en tant que le fait de disparaître de terre, est assez sain. Que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez? Tout, je crois. Je pense que je suis exactement le même que quand j'avais 4 ans. J'ai le même amour de la musique, la même envie de bien faire, de ne pas décevoir, ce qui est parfois énervant, parce qu'on est dans cette espèce on revient à ce mot d'exigence. Parfois, j'aimerais être un peu moins exigeant. Me dire, mais c'est bon, t'as pas besoin de travailler aujourd'hui, tu peux te... Non, j'ai toujours ça. Et donc ça, c'est comme quand j'étais gamin. Je pense la même envie de me dépasser tout le temps, de faire mieux, ce qui revient aussi à l'exigence. Et puis en même temps, la même capacité d'émerveillement, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est facilement impressionnable par quelque chose que je ne sais pas faire, donc par quasiment tout, puisque je ne sais faire que très peu de choses. Et donc je suis fasciné par le travail d'un chirurgien, par un pilote, par un maraîcher, par un type qui fabrique du vin. Voilà, et quand on est en plus curieux comme je le suis, ça devient complexe, parce qu'en fait on veut tout connaître en permanence, tout lire, et c'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir? Tellement, il y en a tellement. Si je peux dire 2, j'aimerais pouvoir voler bien sûr, pour aller vite, et pour, au lieu de mettre 24 heures pour aller en Australie, de mettre qu'1 minute, ça j'aimerais beaucoup. Donc pouvoir vous téléporter en fait. Voilà, plutôt. Pouvoir me téléporter. Mais aussi voler, pour la sensation de voler, parce que j'adore cette sensation et j'adore les avions, en tant que j'adorerais être pilote par exemple. Vous aimez la vitesse, hein, vous nous parliez tout à l'heure des pentes de ski, vous aimez des vallées. J'aime la vitesse, mais pas de façon kamikaze. Ouais. Voilà. Je ne suis pas un grand aventurier, comme dit ma femme. Je suis pas très aventurier. Et puis, et aussi la capacité de tout connaître sur tout. Mais pas dans le sens pas pour être un petit génie ou être un savant fou, mais pour avoir une connaissance. Par exemple, j'aimerais pouvoir avoir le manuel de pilotage et pouvoir en une nuit l'avoir assimilé et être capable. Ça, j'aimerais pouvoir m'attaquer à un auteur et puis une semaine après avoir sans effort tout lu et tout connaître. Ça, j'aimerais. Ouais. Alors, je voulais rebondir sur autre chose que vous avez dit dans votre réponse précédente. Vous parliez de l'exigence. L'exigence qui peut être, selon la façon dont on la regarde, une qualité ou un défaut. Et ça m'intéressait de savoir quelle est votre perception à vous, pas forcément celle des autres, hein, la vôtre, de ce qu'est votre plus grande qualité, votre plus grand défaut. Oh, il y a beaucoup de défauts. Donc, je dirais le principal défaut, c'est la susceptibilité. Ça, c'est une chose qui revient tout le temps. Et je peux être assez insupportable sur des choses qui
qui ne sont absolument pas importantes. Donc c'est souvent une perte de temps et une perte d'énergie pour rien. Et qualité, peut-être la volonté. Ouais, peut-être la volonté. La persévérance. La persévérance, la faculté, par exemple, dans un enregistrement, si on fait un enregistrement de disque, je suis capable d'enregistrer 12 heures de suite sans pause s'il le faut. Si j'ai décidé qu'il fallait. Voilà, je suis capable de ça. C'est une force de travail aussi, ouais. Oui, mais c'est plus une question de volonté. C'est finalement quand on veut une chose, si on veut vraiment et qu'on y met les moyens, j'entends quand on est capable de faire quelque chose et si on peut le faire. Alors vous avez un peu répondu à la question que je vais vous poser maintenant avec l'histoire de la téléportation et de pouvoir assimiler un manuel en 4 secondes et demie. Vous avez entre les mains une baguette, c'est pas une baguette magique, hein, c'est la baguette du violon. Si c'était une baguette magique que vous aviez entre les mains, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir réaliser? Dans le monde, de façon générale, oui. Je pense enlever les injustices, enlever c'est peut-être totalement idiot de dire ça, mais le fait que les êtres humains se détestent autant, c'est une chose qui me fascine, de voir à quel point on peut détester. Je ne parle pas des grands conflits, je ne parle pas des grandes causes, je parle des voisins, quoi. Qu'on puisse détester à ce point son voisin parce qu'il a un jardin de 1,50 m plus grand que le sien, par exemple, ou qu'il a une voiture plus puissante, ou qu'on puisse détester son voisin parce que son enfant réussit mieux à l'école. C'est la jalousie, quelque part, qui vous insupporte. Oui, je trouve que Et c'est une chose qui est extrêmement nocive dans notre pays, particulièrement. Vous trouvez que c'est un travers français plus encore qu'ailleurs, la jalousie? L'envie, oui. L'envie. Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui pourrit beaucoup de relations, qui handicape énormément, même dans le business, beaucoup de choses, je pense, de façon générale. Et une chose qui devrait être combattue à la racine, mais c'est complexe. C'est complexe, c'est culturel. C'est culturel. Justement, vous qui revenez d'Australie, qui avez voyagé dans quasiment tous les pays de la planète, alors certes, vous ne pouvez pas y rester très longtemps à chaque fois, mais est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous vous verriez particulièrement vivre? Oui, la France. La France? Ça tombe bien alors. Finalement, malgré les râleries, les jalousies. Non, mais ça, vous me demandez ce que j'aimerais changer. Oui, donc, voilà, bien sûr. J'adore ce pays. Et je trouve justement qu'on a une telle chance. Vous savez, je pense que j'étais comme tout le monde avant de voyager beaucoup. On est simplement trop gâtés en France. On a tellement des choses extraordinaires. Et plus vous voyagez, plus vous revenez chez vous, mais plus vous vous rendez compte à quel point que notre pays est un pays béni des dieux. Et je pars en vacances en permanence en France. Mon lieu de vacances, c'est la France, parce que je trouve qu'on a le plus beau pays du monde, et j'adore les Français. Quelle est la personne, vivante ou morte, réelle ou de fiction, qui vous inspire le plus? En tout cas, qui vous inspiré, qui vous a vraiment marqué? Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Dans des gens qui sont partis, je peux citer Jacques Chancel, qui était un ami intime et quelqu'un qui m'a... les 5 dernières années qu'on a pu échanger ensemble avant sa mort, qui m'a inspiré énormément. Mais je parlerai de Claudio Abbado aussi, qui était ce chef extraordinaire, Carlo Maggiolini, et puis tous les vivants qui m'inspirent. Innombrables personnalités musicales, intellectuelles, écrivains, personnages publics ou pas publics, qui sont des gens qui m'inspirent et que j'aime. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites et que vous ne referiez plus? Bien sûr, oui. Comme par exemple? Comme par exemple, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis des erreurs de jeunesse, des décisions prises trop rapidement, même des décisions de faire certains concerts à un mauvais moment que j'aurais pas dû faire. Plein de petites choses, bien sûr, comme dans une vie, on a tous des regrets. Mais pas au point pas des choses qui ont changé le cours de mon existence. Donc j'ai eu la chance d'avoir, dans les grandes décisions de ma vie, plutôt le bon instinct, on va dire. Ou en tout cas, j'ai été plutôt bien guidé. Mais oui, bien sûr, j'en ferais plein de choses différemment. Et alors inversement, si vous pouviez rejouer un épisode de votre vie, lequel serait-il? Je rejouerais la rencontre avec ma femme, parce que c'est la plus belle rencontre de ma vie. Donc je rejouerais avec grand plaisir, je remettrais le curseur, peut-être le matin du jour où on s'est rencontrés. Ouais. C'était dans quelles circonstances, si c'est pas indiscret? C'est dans un dîner. Dans un dîner où on ne devait ni l'un ni l'autre aller. On est allé finalement. Et voilà. Comme quoi la vie est bien faite. Comme quoi la vie est parfois bien faite. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La fidélité et la franchise. Le fait quand un ami peut vous dire, tu sais là vraiment, fais gaffe parce que ça c'est peut-être pas forcément bien. Ça c'est des vrais amis.
Les vrais amis ne sont pas ceux qui vous flattent toute la journée. Non. Ceux qui sont capables de vous dire les choses de façon amicale. Mais c'est ça la vraie amitié. Et comme dans l'amour, c'est la même chose. Et ce qui me plaît chez mes amis, c'est la fidélité, c'est le fait que même si on ne change finalement pas vraiment. Et encore une fois, moi je suis le même que quand j'avais 20 ans. Malgré la lumière des projecteurs, parce que je voulais vous demander comment vous la viviez précisément. Alors maintenant, vous êtes un peu habitué, mais très vite, vous avez été effectivement sous le feu des caméras, des interviews. Vous semblez le vivre de façon très équilibrée, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez immédiatement apprivoisé ? C'est une chose qu'il faut apprendre. Et en même temps, je dirais qu'on n'est pas tous égaux avec ça. Je pense qu'il y a des natures plus ou moins perméables ou imperméables aux médias. Et puis ça a à voir aussi beaucoup avec votre façon d'introspection, votre façon aussi votre ego. Là où vous vous situez, vous avez des gens qui ont besoin de ça pour exister, et puis d'autres qui s'y perdent parce qu'ils ont besoin de briller. Donc il y a plein les caméras et les lumières, c'est un chemin avec plein de routes. Et le problème, c'est que c'est plein de routes qui ne sont pas les bonnes. Donc vous faites parfois des erreurs, vous faites parfois des mauvais choix, mais moi ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir, je pense depuis toujours, cet amour de la musique qui est tellement authentique et qui est la vraie raison pour laquelle je fais ce métier. Donc il peut y avoir du brillant, il peut y avoir du glamour, il peut y avoir... Ça ne m'atteint vraiment finalement jamais. La première fois que j'ai fait les marches du festival, j'ai monté les marches du Festival de Cannes avec ma femme, j'étais tétanisé parce que je voyais tous ces photographes. Alors c'est même pas grisant, c'est tétanisant. Ok, et puis la deuxième fois, vous savez, c'est un moment à passer, et voilà. Et je fais pas le blasé en disant ça. Ok, c'est un moment à passer, c'est un privilège, ou ce que vous voulez, mais c'est pas une fin en soi. Et donc, je le vis de façon extrêmement simple, et encore une fois, parce que ce qui est au cœur du sujet, c'est la musique, et c'est l'amour du fait de le faire passer, de le communiquer au plus grand nombre. En tout cas, ce que vous faites merveilleusement passer, c'est des messages de paix, d'amour, d'espoir, et puis surtout, voilà, votre sens de la musique avec cet album que vous venez de sortir sur les musiques de films, et donc qui vient d'être publié, enfin d'être diffusé, je ne sais pas comment il faut dire pour un album, publié, voilà, comme pour un livre, un album dans lequel vous interprétez effectivement toutes les plus grandes musiques de cinéma ou presque. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avions le plaisir de recevoir ce soir donc Renaud Capuçon dans l'émission Lumière Intérieure. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet ktotv.com. Bonne soirée à toutes et à tous.